Le positionnement de certains pays africains face à la guerre en Ukraine, c'est ce qui nous vaut notre coup d'œil sur l'Afrique aujourd'hui. Et nous allons en compagnie de Thiambel Guimbaera, journaliste émérite, éditorialiste, directeur de publication de La Voix du Mali en ligne de Paris, la capitale française, explorer pendant une trentaine de minutes les points qui pourraient être considérés comme positifs pour les pays africains, mais également les interrogations qui découlent du positionnement des pays africains par rapport à cette guerre ou opération militaire en Ukraine, c'est selon. Thiambel Guimbaera, donc, bonjour. Bonjour, merci pour cette invitation. Écoutez, c'est nous. Bien entendu, le positionnement des pays africains interroge, de certains pays africains qui se sont plus engagés que d'autres du côté de la Russie par rapport à cette crise militaire, à cette guerre en Ukraine. Qu'est-ce qui peut expliquer ce positionnement? Merci. Il faut rappeler que nous sommes dans un monde post-Covid. Donc, à la sortie de cette pandémie, presque qui n'en est pas encore, on n'en est pas encore sorti complètement. En tout cas, 2 ans après cette pandémie, les regards sont braqués sur la crise ukrainienne, russo-ukrainienne, interprétée de part et d'autre différemment. Du point de vue des Occidentaux, en partie alliés de l'Ukraine avec les États-Unis, c'est une agression russe. Du point de vue russe, nous sommes dans une défense face à l'élargissement de l'OTAN jusqu'aux portes de Moscou. Donc, selon les positionnements, selon les points de vue, l'Afrique se cherche une voie, peut-être pas la troisième voie aujourd'hui, parce que celle de l'abstentionnisme prôné par les États africains en marge de l'Assemblée générale extraordinaire des Nations unies est considérée comme une abstention partisane pour les Européens, tandis que pour côté russe, c'est une abstention de soutien. En même temps, l'Afrique est confrontée aux mêmes préoccupations. Il faut continuer à parler aux deux interlocuteurs privilégiés, il faut continuer à parler à l'Europe, d'autant plus que ça se faisait à la veille d'un sommet de l'Union européenne et de l'Union africaine à Bruxelles. Ensuite, il faut continuer aussi à parler à la Russie qui fait pieds et mains maintenant en Afrique, surtout en Afrique centrale, par un pays qui est la RCA, et en Afrique de l'Ouest, au Mali. Donc, la Et problématique qui se Thiambel, pose. oui. Oui, nous allons aborder la question du vote que vous avez esquissé tantôt au Conseil de sécurité, du vote et de l'abstentionnisme observé chez certains pays africains. Mais justement, avant d'en arriver à cette interprétation du vote des pays africains, est-ce qu'on peut voir quelle stratégie est adoptée par les pays africains au sein du Conseil de sécurité vis-à-vis de cette guerre en Ukraine? À mon humble avis, l'Afrique semble être surprise par cette crise. Si le continent européen, la diplomatie européenne était sur ses gardes, elle a longtemps prévu ça en amont avec la crise du Donbass, avec tout ce qui s'est suivi. C'est une guerre permanente presque dans cette zone-là. Si l'Amérique et l'Europe étaient préparées à cette crise, l'Afrique, on ne peut pas en dire plus parce que les différents chefs d'État qui se sont succédés à la tête de l'organisation panafricaine n'en ont pas fait dans leur agenda une priorité. Ok, c'est une crise qui n'est pas sans conséquences directes ou indirectes sur l'Afrique, qui ne contribue pas à pacifier les relations entre l'Afrique et l'Union européenne et l'Amérique d'une part, et entre l'Afrique et la Russie d'autre part, soutenue par d'autres alliés. Donc l'Afrique, quoi qu'il y ait des soutiens russes ou russophones en Afrique qui n'ont pas eu le courage de le faire à visage découvert, il y a aussi cette position d'être entre deux camps, de jouer à l'équilibrisme, peut-être d'être une médiation, une sorte de médiation africaine pour arrondir les angles. Mais est-ce que l'Afrique, principalement, nous avions cette force de frappe pour nous faire entendre dans une telle crise mondiale et internationale? Ça, j'en doute très peu.
Et pourtant, les Africains sont sollicités de partout, puisque une lettre du ministère des Affaires étrangères du Sénégal adressée à l'ambassade d'Ukraine dans le pays éponyme en fait foi. Il y a eu des recrutements d'Africains sur le territoire sénégalais par l'Ukraine pour aller combattre en Russie. Cette information a été confirmée par l'ambassade pour aller combattre pardon, en Ukraine. Euh, Finalement, on est quand même au bord de la violation de pas mal de principes élémentaires de la diplomatie internationale de part et d'autre. Non, vous avez parfaitement raison. Là, cette correspondance adressée à l'ambassade d'Ukraine à Dakar, au Sénégal, au nom de l'État sénégalais, pour désapprouver cette démarche de l'ambassadeur qui recrute des chairs à canon pour participer à la guerre en Ukraine, c'est une violation des conventions de Genève et de Vienne. C'est une violation flagrante. Je crois que le Sénégal s'en est requis et a apporté la protestation à la hauteur de l'acte posé par l'ambassadeur. Mais au-delà de ce fait, il faut aussi voir dans cette crise que chaque parti essaie de tirer la couverture de son côté par le soutien de l'Afrique, par l'engagement de l'Afrique, par l'aide de l'Afrique. Donc, l'Afrique ne peut pas être laissée pour une voie intermédiaire, une voie libre, une voie indépendante. Chacun veut s'arroger du soutien maximum de l'Afrique, soit au sein des organisations internationales ou au sein par pays, dans une relation bilatérale. Donc, la question reste majoritairement posée, d'autant plus que l'Union africaine n'a pas de position tranchée jusque-là. Le président du Sénégal qui assure la présidence de l'Union africaine reste dans cette position d'équilibriste dans cette crise-là et cette position est difficilement tenable aujourd'hui. Tiambel Gimbeera, face à cette crise qui menace la paix mondiale, la moitié des pays africains est abstentionniste. Comment l'expliquer? Oui, je le disais tantôt dans mes propos, je dis cette abstention au sein de la première Assemblée générale extraordinaire des Nations Unies convoyée à cet effet est doublement interprétée. Pour la Russie, c'est une abstention de soutien. Pour l'Europe, c'est une abstention qui ne dit pas son nom, qui le range dans un camp ou dans l'autre, alors que chacun des camps la Russie aimerait un soutien ouvert du continent africain, des pays africains dans lesquels au moins cette Russie-là est engagée, et l'Occident aimerait avoir de son côté l'ensemble des partenaires techniques et financiers avec qui ils interviennent depuis, et surtout que cela se fait après un sommet UE où il y a eu plusieurs annonces, et donc l'Europe avec son président et l'Amérique s'attendait à un soutien massif du continent africain, ce qui n'a pas été le cas. Et donc, ça reste un peu perplexe, ça reste une question majeure qui se pose. L'Afrique veut être indépendante, elle veut être médiatrice, elle veut s'engager sur une troisième voie. Est-ce qu'elle a les moyens? Elle a les moyens financiers, elle a les moyens économiques, elle a les moyens de se faire entendre et même les moyens diplomatiques de se faire entendre sur cette troisième voie. C'est toute la question. Donc, Oui, voilà donc l'interprétation que je peux faire de cette situation aujourd'hui, mais qui est appelée à évoluer parce qu'il y a d'autres instances qui vont se réunir. Il y a l'UNESCO, il y a d'autres organisations qui vont se réunir pour traiter de la même question et on verra si la position africaine va évoluer. oui, il y a eu, on le rappelle, pour la résolution du 2 mars, 141 votants. Et en ce qui concerne les pays africains, 16 parmi les 34 qui se sont abstenus sont africains, pour être plus précis. On voit bien, comme vous l'indiquiez tantôt, qu'il y a une valse hésitation entre les, euh, les positionnements sur le continent, mais sur le plan historique, les Africains ont des raisons, certains pays africains ont des raisons de s'aligner derrière la Russie ou bien de ne pas s'engager ouvertement, vu que de l'époque de l'URSS, eh bien, il y a eu des soutiens, surtout pour les pays communistes, quand il s'est agi de conquérir les indépendances. Non, il y a, hormis ce facteur diplomatique, qui est que cette fois-ci, on marche sur des œufs
et que c'est difficile dans un contexte international post-Covid et que tout le monde veut repousser au loin possible ou ne pas être responsable d'une troisième conflagration internationale, d'une troisième guerre mondiale, tout simplement. L'Afrique, hormis cette diplomatie-là, essaie quand même de se chercher une voie. Vous l'avez rappelé tantôt, arithmétiquement, vous avez cité les 16 États qui se sont abstenus, une abstention qui est considérée comme un soutien à la Russie par l'Occident. Mais vous n'avez pas cité les pays qui ne se sont pas du tout prononcés. Et parmi, il y a un certain nombre d'États africains qui n'étaient pas du tout présents ou qui ne se sont pas prononcés du tout ni pour ni contre. Et tout comme il y a des pays aussi qui se sont prononcés pour cette résolution. Et cette résolution n'est pas contraignante parce que c'est une résolution de l'Assemblée générale extraordinaire. Il faut savoir aussi que les décisions au niveau du Conseil exécutif sont bloquées par le veto russe et ses soutiens. Et donc là, c'était une façon de détourner, de contourner cet aspect-là et de se retrouver cette position qui est d'amener la Russie à reculer en créant une majorité arithmétique. Elle a marché au sein du Conseil exécutif de la conférence nationale de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, qui a été fondée sur cela. Maintenant, au sein de l'UNESCO également, ça doit continuer. Aujourd'hui, précisément, il y a un conseil extraordinaire du conseil exécutif de l'UNESCO qui se tient à Paris en ce moment. On saura le vote et le résultat en fin de journée. Donc, particulièrement, cette crise préoccupe. Elle préoccupe l'Occident, les organisations internationales, elle préoccupe le monde, elle préoccupe toutes les diplomaties. Et la diplomatie africaine ne peut pas être en dehors, mais elle doit avoir une vision lisible, claire, même si c'est très, très difficile. En tout cas, aujourd'hui, il y a certains pays africains qui ont pris cause et effet pour le camp comme allié principal, la Russie, ne serait-ce que pour citer la RCA en Afrique centrale et la République centrafricaine en Afrique centrale et le Mali en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une collaboration, en tout cas militaire, poussée dans ces deux pays-là. Est-ce que cette collaboration va engranger le pas de la diplomatie? En tout cas, jusque-là, ça n'a pas été le cas. Et je crois que la Russie essaie, en tout cas, d'avoir le soutien de ces pays-là. Et cela s'explique par la diplomatie militaire, mise à part celle du blé, comme on dit, qui a été menée par la Russie depuis de longues années, parce qu'on sait que de nombreux pays africains ont donc un contrat avec la Russie pour son blé. Il y a aussi la diplomatie sécuritaire, parce que les Russes vendent depuis quelques années beaucoup d'armes à certains pays africains. Tout à fait. Il y a cette diplomatie du blé que vous signalez tantôt. Il y a surtout la diplomatie sécuritaire par rapport à la lutte contre le terrorisme en Afrique centrale, d'abord au sein de la RCA, qui a donné des résultats plus ou moins probants. Vous avez aussi, vous avez aussi cette même diplomatie sécuritaire-là qui va s'étendre aujourd'hui en Afrique de l'Ouest par rapport à cette même vision-là, à la vision de la Russie, mais aussi à la vision tout simplement à la gestion de cette crise-là qui se déroule aujourd'hui sous nos yeux, malgré tout, à la sortie du Covid, comme je le rappelais tantôt. Mais cette même Russie a un autre moyen de contorsion pour l'Europe quand il s'agit de son gaz. Et ce gaz dont est dépendant l'Allemagne et certains petits pays scandinaves. Et donc, là, après le switch, l'Europe aussi n'arrive pas à trancher sur cette question. La question financière est réglée en partie. Elle met en difficulté l'État russe, mais la question stratégique du gaz et la question du blé, fondamentalement, qui concerne aussi certains pays européens et même des pays africains. Mais certains chefs d'État européens sont allés loin quand même en décrétant la fin en Afrique une fois que cette situation allait perdurer. On n'irait pas jusque-là. Je crois que les rapports privilégiés feront que la situation peut tenir encore en Afrique. Je n'irai pas. Et je crois que l'Afrique aussi peut prendre des dispositions pour ne pas être affamée par cette crise. Et qu'est-ce que le vote au sein de l'UNESCO arriverait à changer dans cette situation? Est-ce que ça pourra avoir un impact sur les développements sur le terrain? Bon, c'est dans la continuité du système des Nations Unies, c'est dans la continuité parce qu'il faut rappeler quand même que le prochain sommet de la Convention du patrimoine allait se tenir à Kazan en Russie.
du patrimoine mondial et la Russie est membre du conseil exécutif de l'UNESCO et membre du conseil du comité du patrimoine mondial. Et donc, la requête se situe à ce niveau-là, mais c'est une continuité dans le cadre du système des Nations Unies. Et il faut savoir que l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture est née pour élever les barrières de paix dans l'esprit des hommes. Et c'est plus que jamais depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le monde n'a jamais été confronté à une crise aux portes de l'Europe. Et on sait que la Deuxième Guerre mondiale est partie d'une telle crise au sein de l'Europe. Et donc, ça réveille les chats qui dorment et ça réveille toutes les crispations et tout le danger. Et donc, c'est dans une continuité, à mon humble avis, c'est dans une continuité du système des Nations Unies, mais aussi ça a une valeur symbolique de mettre, d'isoler de plus en plus la Russie si la majorité venait à se prononcer contre la politique menée par la Russie en ce moment. Sur la toile africaine, les positions sont partagées, et même sur la toile à travers le monde. Il y en a parmi les Africains qui ont fait et cause pour la Russie, et certains défendent naturellement les Ukrainiens qui sont victimes de cette attaque. Est-ce que cela est justifié que certains Africains soutiennent la Russie dans cette opération plutôt que l'Ukraine qui est une victime? Oui, la lecture que nous faisons de ce soutien de certains Africains sur la toile ou de certains pays même, jusqu'à certains pays, elle est logique dans la politique de la Russie qui se dit agressée et qui ne fait que se défendre. Selon ce postulat-là, ça peut se comprendre un tel soutien sur la Oui, toile, mais hormis agressé par qui? agressé par l'OTAN et menacé même par l'OTAN parce que la Russie estime que l'entrée de l'Ukraine au sein de l'OTAN est une menace pour sa stabilité et pour sa paix et que des drones ou des missiles à portée seront Moscou sera apporté des missiles stationnés là vers ce pays-là. Et puis, il y a aussi une volonté de résoudre cette crise du Donbass et des régions séparatistes de l'Ukraine qui date pas d'aujourd'hui. Il y a une région géostratégique dans laquelle s'est embarqué le président Poutine qui était connu des Européens, hormis ce fait. Ça peut s'expliquer par cela. Je dis que je ne dis pas qu'ils ont raison tout à fait, mais ça s'explique cela et ça s'entend par cette logique-là. Mais de l'autre côté, on ne peut pas ne pas soutenir en tout cas des populations en guerre, des populations qui subissent aujourd'hui parce que c'est le peuple ukrainien qui tombe sur les bombes et les bombes ne font pas de distinguo. Nous nous sommes mobilisés en son temps pour lancer un SOS aux étudiants africains pour les permettre de sortir parce qu'ils étaient ostracisés à la frontière polonaise. On les empêchait carrément de sortir et ça a mobilisé tout le monde. Et donc, Et ce sont des faits de racisme. C'est des faits de racisme, c'est des faits difficiles qu'on ne comprend pas, qui sont très peu médiatisés et certains ont été accueillis ici. Il y a des centres d'accueil encore pour recevoir ces étudiants-là, cette population-là qui est ostracisée, à qui on ferme complètement les frontières et ça, c'est inacceptable. Donc, tous ces événements mis bout à bout peuvent expliquer le soutien de certains panafricains, de certains Africains à la Russie, à cette politique-là, même si de l'autre côté, on ne veut pas quand même ne pas apporter un soutien aux populations ukrainiennes qui souffrent, qui sont victimes de ces bombardements-là. Et la priorité, à mon avis, aujourd'hui, c'est d'arrêter la déflagration, c'est d'arrêter la guerre, c'est de se retrouver autour d'une table. Et l'Afrique peut aider en cela par son positionnement et parce qu'elle n'est ni pourvoyeur de matériel militaire, ni impliquée dans cette guerre-là pour une prise de position quelconque, autant que l'Église et d'autres partenaires stratégiques comme Israël, ils peuvent se retrouver dans une logique de médiation internationale pour faire entendre la raison à Poutine et aux autres belligérants. Pourquoi vouloir, évidemment, pour le président ukrainien, face à un tel déséquilibre des forces, engager son pays dans une guerre meurtrière? La question se pose. À mon avis, si ça ne tenait qu'au régime d'un seul homme, pourquoi ne pas le sacrifier pour la paix? Vous pensez, Tiambel Gembaïra, que Vladimir Zelensky a été, comme le disent certains analystes, trompé par l'OTAN? Il s'est dit, en tout cas, lâché dans plusieurs de ses interventions. Il s'est dit lâché, abandonné. Il estimait que on allait faire une couverture aérienne, empêcher
faire des zones tampons par l'OTAN, d'abord une adhésion au sein de l'Europe qui n'a pas marché, un appui de l'OTAN qui n'a pas marché, des fournitures de matériel qui ne le sauvent pas, qui n'empêchent pas son pays d'être détruit. Alors c'est à lui de tirer les leçons et de ne pas accepter du tout d'aller dans cette conflagration. Une fois il est installé dans ce déséquilibre, parce que toutes les forces disent que 200 000 hommes face à son armée, quand même, il n'y a pas de poids, il ne peut pas faire le poids. Alors, pourquoi s'installer dans cette crise? Et si une fois qu'il est installé là-dedans, pourquoi ne pas chercher par tous les voies et moyens et cesser le fait et sortir de cette conflagration, de cette confrontation? Parce que ce n'est pas à son avantage, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, c'est ce pays-là qui est détruit. Ce n'est pas la Russie qui est détruite, c'est l'Ukraine qui est détruite. Et ça, il faut, avec tous les dangers nucléaires qui sont sur son territoire, à mon humble avis, c'est en tout cas une position difficile qui est la sienne aujourd'hui. Et la priorité et l'urgence est de cesser de chercher un cessez-le-feu par tous les mois. Les dangers nucléaires, dont la centrale de Tchernobyl, qui est aujourd'hui, comme beaucoup d'autres, aux mains des forces russes. On a quand même envie, avant de conclure, Thiambel Guimbaera, de vous poser la question de savoir si le Mali joue gros dans cette crise de façon interposée. Est-ce que le dénouement de cette guerre pourrait entraîner un changement, notamment en ce qui concerne les sanctions qui écrasent le Mali aujourd'hui? Je crois que le Mali, comme tous les pays soutient, de supposés soutiens ou partenaires militaires de la Russie, joue gros. Parce que si l'Occident venait à perdre la main dans cette guerre, on n'est pas à l'abri de représailles. Représailles économiques, représailles financières, représailles culturelles, représailles de coopération tout simplement, représailles politiques. Le Mali peut le subir tout comme tous les autres pays parce que si l'Occident ne peut pas faire face à la Russie, elle peut faire face aux pays alliés qui se sont montrés comme tels ou aux pays partenaires militaires de la Russie. Et c'est ce qu'il faut craindre dans cette situation. Donc, ces pays marchent sur des œufs, le Mali comme la RCA marche sur des œufs. Les autorités doivent prendre cela en compte pour mettre une diplomatie offensive, une diplomatie de paix et brandir le drapeau blanc face à ces pays-là pour ne pas subir les contre-coups de la crise ukrainienne, pour ne pas être victime collatérale de cette situation. Et donc, nous sommes face à un danger, en tout cas, qu'il faut intégrer dans la donne diplomatique, et cela doit impliquer même l'Union africaine et toutes les organisations sous-régionales pour que ces pays-là n'en subissent pas davantage, parce que le Mali est quand même sous le coup d'un troisième mois d'embargo, un embargo économique difficile à vivre à la veille du Ramadan, qui est un mois qui sollicite beaucoup de dépenses. Si les denrées premières venaient à manquer, c'est une situation délicate à laquelle le peuple malien est exposé. Les 20 millions de Maliens sont exposés à cause de cet embargo-là, évidemment. Et je crois que les autorités doivent prendre toutes les dispositions pour éviter à ce que le Mali ne souffre davantage, à ce que nous subissions encore les conséquences directes ou indirectes de cette crise russo-ukrainienne. Thiambel Guimbaera, merci. Ce sera le mot de fin. Je rappelle que vous êtes journaliste, éditorialiste, directeur de publication de La Voix du Mali, spécialiste bien entendu de l'Afrique. Merci d'avoir été en notre compagnie, et à vous, fidèles téléspectateurs de Proximité Web TV, qui nous suivez sur les différentes plateformes numériques. C'était Coup d'œil de l'Afrique, en rapport avec la situation en Ukraine et le positionnement des pays africains